sociale, que doit faire l'employé devant de tels cas? Oui. Comme je l'ai effectivement avancé, c'est la même question de l'employé qui refuserait de mettre son masque de protection. Par ce comportement, vous mettez en péril la pérennité, la santé physique, non seulement de vos autres collaborateurs, de l'entreprise même. L'employeur peut donc, dans ce cas, prendre toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent, puisque, effectivement, c'est des recommandations globales. C'est des recommandations globales pour s'assurer que l'espace du lieu de travail est un espace sain et en santé. Donc, un employé qui refuserait de se soumettre à la prise de température, qui refuserait de se mettre en dissociation sociale, est pour moi une violation de ses obligations en tant qu'employé, puisque vous êtes tenu, en vertu de l'article 30 du Code du travail, de respecter toutes les directives prises par votre employeur. Donc, si vous n'en faites qu'à votre tête, vous vous exposez normalement à une violation grave de vos obligations, même s'il s'agit de nouvelles obligations prises par l'employeur, que vous n'aviez pas souscrit avant. L'employeur peut prendre des mesures au fur et à mesure, chaque jour, chaque semaine, des mesures pour préserver la santé du lieu de travail. Donc, dans ce cas-là, si vous refusez de vous exécuter par rapport à ces mesures, vous êtes en complète violation de vos obligations en tant qu'employé. Et donc, vous êtes sujet à toutes les mesures disciplinaires, que ce soit mise en disponibilité, blâme ou même licenciement. Donc, il n'y a aucun doute sur ça, Madame Ursula. Donc, l'employeur peut prendre toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent dans le cadre du Code du travail. Je pense avoir répondu à Ursula. Donc, je vais revenir à la question de Mme Alien. Peut-on remettre en disponibilité des employés qui avaient été déjà mis en disponibilité durant le pays là? Oui, effectivement, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude dans le sens où vous visez particulièrement une certaine catégorie d'employés. On pourrait vous taxer de discrimination sur les forces de travail, mais il n'y a aucun obstacle à prendre de telles mesures, que ce soit des mesures où ces employés-là ne sont pas pour vous ceux qui sont les plus stratégiques et essentiels. Donc, effectivement, il n'y a aucune restriction dans ce sens par rapport au Code du travail. OK. C'est cette question-là, c'est ça? Oui. La prochaine question, c'est de Fabienne. Dans le cas où on garde un effectif réduit à l'entreprise, est-ce qu'il est obligatoire de les payer la totalité des heures supplémentaires effectuées en plus d'une prime exceptionnelle? Et qu'en est-il des employés confinés chez eux sur demande de la direction en rapport de la note du gouvernement? Est-ce qu'il est obligatoire de payer la totalité des heures? Oui, dans le cadre d'un effectif réduit, l'employé, s'il effectue des heures supplémentaires, doit être obligatoirement rémunéré pour ses heures accomplies. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur ça. S'il effectue des heures supplémentaires, il doit être payé. Est-ce qu'il a une prime exceptionnelle? Si c'est prévu par votre institution, oui, il doit pouvoir recevoir cette prime exceptionnelle. S'il s'agit d'une prime mensuelle, vous devez la garder. S'il s'agit d'une prime exceptionnelle, vous pouvez la supprimer puisqu'elle est d'exception. Et quand vient-il de revenir chez eux? Oui. Sur les employés confinés chez eux, je n'ai pas compris tellement cette question. Est-ce que vous parlez des employés que vous envoyez en télétravail ou bien des employés qui étaient vulnérables que vous-même vous confinez chez eux, ou bien est-ce que c'est des employés qui sont en quarantaine? Donc,
que ce soit un employé en quarantaine qui n'est pas capable de venir travailler, donc effectivement, il est dans une situation d'indisponibilité. Pas du salaire, oui, ok, parfait. Bon, effectivement, s'il n'effectue pas de travail pour vous, donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas à les rémunérer. S'ils sont en télétravail et effectuent et performent pour vous à distance des travaux pour l'entreprise, vous devez les rémunérer normalement. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute sur ça. Donc, s'ils sont confinés et qu'ils continuent à travailler, vous devez les payer. S'ils sont confinés et ils font l'objet d'une mesure de votre part d'indisponibilité ou de congé payé, vous doivent les payer. Si c'est indisponibilité, donc ils ne seront pas payés. En parlant de congé, Maître Leblanc, j'ai une petite question. Je vais sauter sur l'opportunité. Je ne sais pas si vous en avez parlé pendant que je me suis absentée. Est-ce qu'on peut obliger un employé à prendre ses congés payés? Oui, tout à fait. Oui. Après un an de travail effectué, vous avez, le congé payé devient donc effectif. L'employé est donc tenu de prendre des congés payés. S'il ne les prend pas, vous savez que ce n'est pas cumulatif comme l'exige le Code du travail, donc il risque de les perdre. Donc c'est à lui de choisir ce qu'il veut faire, s'il veut les perdre ou pas, mais vous êtes en mesure de l'imposer et de le faire prendre son congé payé, qui est de 15 jours, parfois de 30 jours, selon les employeurs. Okay. Okay. Donc, la prochaine question, c'est M. Blémur. L'employeur qui travaille avec un effectif réduit et à tour de rôle, le congé annuel est-il toujours de mise? L'employeur ne peut accorder le congé annuel. Bon, c'est une très bonne question, ça, mais c'est le congé annuel est calculé en fonction d'heures effectuées, de mois effectués, et c'est pris en compte aussi en fonction du salaire. Donc, comme le Code du travail le prévoit, c'est par fraction de jours payés. Dans tous les cas, vous aurez toujours la possibilité d'accorder le congé annuel, puisqu'il sera, comment dire, il sera disponible pour l'employé. Donc, après un an, malgré qu'il s'agit d'un effectif réduit, malgré qu'il s'agira d'heures de travail réduit, ce congé annuel sera toujours de mise. Maintenant, si j'essaie d'aller un peu plus dans cette analyse, c'est peut-être que si vous êtes en effectif réduit, est-ce que vous êtes obligé de lui donner ou bien est-ce que vous ne pouvez pas lui donner? Je crois que c'est ça. Est-ce que vous pouvez bien préciser, Mme Blémur? Vous êtes en effectif réduit et vous voulez savoir si l'employé est obligé de les recevoir, c'est bien ça? Non, Mme Blémur. Et voilà. Bon, de toute façon, je vais répondre. C'est très simple. Donc, vous êtes dans un effectif réduit. Donc, effectivement, effectif réduit dit que si ok. Vous pouvez parler, hein? Non, elle a répondu. D'accord. Elle dit, l'employeur est-il obligé d'accorder le congé annuel? Oui, l'employeur est tenu d'accorder le congé annuel. Comme je vous ai expliqué, le congé annuel n'est pas cumulatif. Si l'employé ne prend pas ses congés, donc il les perd. Si vous êtes en mesure de vous asseoir avec votre employé pour dire, dans le cas où vous voulez parler, je suis en effectif réduit, je suis dans l'obligation de vous envoyer en congé payé, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un mode, un consensus afin de ne pas être pénalisé pendant cette période? Vous devez vous asseoir avec votre employé pour trouver un modus operandi. Mais en l'absence d'un modus operandi, vous êtes tenu de lui accorder
un congé annuel. Est-ce que c'est clair, Madame Blémé? OK. La prochaine question fait suite à la question de M. Gonzalez. C'est une question de Geneviève Michel. Un accident arrivé à un employé sur le chemin du travail, aller-retour, est assimilé à un accident du travail. Ne peut-on pas dire que le port du masque peut être interprété dans cette même logique et relève de l'exécution du contrat de travail, obligation de mise en œuvre des mesures de sécurité? Donc, de ce fait, l'employeur devrait en principe fournir le matériel nécessaire à l'employé pour se protéger en se rendant sur son lieu de travail, puisqu'il en va de la sécurité de tous une fois que cet employé arrive sur les lieux du travail et interagit avec ses collègues. C'est exactement ça, Maître Michel. Donc, lors de mon explication, j'avais effectivement évoqué cette situation. J'ai dit que entre l'employé qui quitte son domicile, qui se rend à son lieu de travail, et de ce lieu de travail à son domicile, la responsabilité de l'employeur est donc de mise. Il faut s'assurer effectivement que l'employé a toutes les mesures de protection. Dans cette même logique, comme vous l'avez dit clairement, il faut s'assurer que même pendant son allée et son retour, qu'il puisse avoir le masque de protection. Et effectivement, M. Gonzalez faisait une interprétation un peu plus large pour dire oui, mais dans ce cas-là, il faut un geste citoyen. Eux-mêmes qui ont l'obligation de sortir doivent aussi porter le masque. Mais dans le cas bien particulier, et j'étais très clair dessus, pour moi, il faut que l'employeur mette à la disposition de ses employés des masques, que ce soit lors de son déplacement, que ce soit lors de son retour à son domicile. L'obligation de l'employeur est très claire et j'ai même dit qu'il fallait peut-être des solutions alternatives, avoir des masques lavables et pour éviter des coûts exagérés. Mais pour moi, c'est très clair, comme vous l'avez dit, Maître Michel, effectivement, il s'agit de la responsabilité de l'employeur. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. OK. Monsieur Laborde? Oui, bonjour. Jean Laborde. J'ai une question très terre à terre. Que se passerait-il si un employé considéré, j'ai bien dit conditionnel, qu'il aurait été infecté ou sur le lieu de travail ou sur le trajet pour venir au travail? Est-ce qu'il pourrait porter plainte contre l'employeur? Et dans ce cas-là, est-ce que ça serait recevable? OK, merci M. Laborde. Effectivement, il s'agit d'une très belle question. Mais je vous rassure, cette question se pose aussi dans les autres pays où ils sont confrontés à cette situation, que ce soit dans le milieu hospitalier et autres. Quelle est la responsabilité de l'employeur dans ce cas-là? Il est très difficile pour l'employé de prouver effectivement que c'est dans le cadre de son transport qu'il a été contaminé. Ça, c'est très clair. Il n'est pas tellement difficile s'il y avait d'autres cas avérés ou d'une crise dans l'entreprise de dire qu'effectivement, il a contracté la maladie dans son lieu de travail puisque l'employeur n'avait pas fait en sorte de mettre en place toutes les mesures de protection. Je ne dirais pas que c'est une question théâtre, parce qu'effectivement, ça interroge. Mais si la maladie avait été contractée durant son aller-retour et sur le lieu de travail, la responsabilité de l'employeur, effectivement, est sur la table. C'est-à-dire, a-t-il fait en sorte que son employé, dans son aller, son retour au travail, avait été extrêmement bien protégé? Donc, ça appelle maintenant à une formation spécifique de l'employeur. Dans le lieu de travail, avez-vous mis en place toutes les mesures de précaution afin de s'assurer que la sécurité, la santé physique de vos employés était garantie? Oui, là encore, et ML Jean a bien répondu,
c'est à l'employé d'apporter cette preuve. Effectivement, c'est à l'employé d'apporter cette preuve. Et comme je l'ai dit, c'est très difficile d'apporter cette preuve, de dire j'ai été contaminé dans mon trajet d'aller et de retour. Dans le cadre du travail, est-ce que c'est encore là pour dire que le lieu du travail est un foyer d'infection alors que l'employeur avait fait ou avait pris toutes les mesures, même les plus exagérées pour préserver la santé de son employé? Bon, c'est effectivement très difficile à vous répondre à l'affirmative ou non, mais dans tous les cas, si c'est avéré qu'il s'agit de la faute de l'employeur, sa responsabilité sera engagée. Ok, donc en fait, ma question, c'est une question qui voudrait amener une réponse. Est-ce qu'il ne serait pas dans ce cas-là recommandé que les entreprises prennent des mesures, enfin je veux dire, bon les mesures elles doivent les prendre, mais par exemple écrivent systématiquement à la direction du travail pour leur dire voilà tout ce que nous avons mis en place, justement pour prévenir, je dirais, de telles actions. Mm-hmm. Écoutez, ça doit faire l'objet de publications dans le cadre de la communication entre employeur-employé, mais les mesures que vous devez prendre, c'est la prise de température, la mesure de distanciation sociale, quelles autres mesures? Les équipements et se laver les mains, ça veut dire des espaces sanitaires conformes, où vous pouvez, et ils ont même mis en place des procédures de nettoyage. Vous avez chaque 4 heures, chaque 5 heures, vous devez passer des produits. Ce sont ces mesures-là qui vont permettre de dédouaner l'entreprise qui aura mis toutes les mesures, même les plus folles, afin de s'assurer que le lieu du travail est un lieu sain et qui ne mettra pas en péril la santé physique de ses employés. Non, non, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il ne serait pas de bon ton d'écrire à la direction, whatever, je veux dire, qui est la juridiction, juste pour leur signaler, voilà tout ce que nous avons déjà mis en place et au fur et à mesure, même peut-être nouvellement en place. Je dirais pour se prémunir de telles actions, c'est-à-dire écrire maintenant, pour dire voilà tout ce qui a été, tout ce qui se fait, tout ce qui est mis en place pour dans le cadre de la prévention pour des employés. Alors oui, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez écrire et même demander et exiger que l'inspection du travail délègue une équipe pour s'assurer des mesures que vous avez prises. C'est très clair qu'ils vont pas venir, mais au moins vous avez un document qui montre toutes les mesures que vous avez prises. OK, merci. OK. Il n'y a pas d'autres questions? Béatrice, tu n'as pas d'autres questions? Non, ça, c'est pas bon, ça, c'est comme bon. Moi, je n'ai pas de question. Maître Leblanc, pourquoi est-ce que vous dites que vous n'êtes pas sûr qu'ils vont venir faire l'inspection? Est-ce qu'ils n'ont pas l'obligation de venir faire l'inspection? Oui. De la même façon qu'on le fait pour d'autres industries, des grandes industries où il y a quand même un certain nombre d'employés, est-ce qu'ils n'ont pas une obligation de venir faire une inspection? Oui, ils ont cette obligation. Mais vous les avertissez, effectivement, voici les mesures. Je vous invite à venir inspecter pour s'assurer que tout est conforme. Mais la plupart du temps, ils ne le font pas. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai dit qu'ils ne viendront pas. Vous verrez que si vous voulez licencier un employé pour faute grave ou faute lourde, votre obligation, c'est d'avertir l'inspection du travail pour dire, voici pourquoi vous allez licencier cet employé. Dans ce même cas de figure, ils sont aussi dans l'obligation de venir s'assurer que les motifs de licenciement sont bien adéquats avant de vous permettre ou de vous autoriser de licencier ces employés. Ils ne viennent jamais. Donc, dans le cadre où il y a une entreprise qui aura beaucoup d'employés, et je sais que c'est prévu pour le parc industriel qui va ouvrir la semaine prochaine, des équipes de l'inspection générale sont mandatées déjà afin d'inspecter les entreprises situées au parc industriel. Mais une entreprise qui a 15-20 employés, je peux vous assurer à 100% que la direction générale ne va déléguer personne pour s'assurer que vous avez pris toutes les mesures qui s'imposent. D'accord. Okay.
Il y a une autre Il y a une question ici. Mhm. Dans le cadre du télétravail, quel est le rôle de l'employeur? Écoutez, vous avez les mêmes obligations. C'est toujours s'assurer que votre employé soit dans les conditions optimales pour pouvoir performer son travail. J'ai bien mentionné que si vous voulez qu'il soit, si vous voulez qu'il soit en mesure de communiquer des performances, vous devez mettre à sa disposition tous les outils de communication ou technologiques, ordinateur, téléphone, etc., pour qu'il puisse performer son travail. Vous avez aussi cette possibilité de superviser son travail, que ce soit par l'intermédiaire de conférences vidéo ou autres, ou de s'assurer que les livrables sont donnés. Les obligations sont les mêmes, à la différence que le lieu du travail est donc transporté de l'entreprise au domicile. Et, Maître Leblanc, est-ce que dans ces cas-là, vous recommandez quand même que l'employeur fasse signer un papier à l'employé pour dire qu'il est responsable du matériel qu'on lui remet dans le cadre du télétravail? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette possibilité. Il doit le faire. Il est responsable. Il s'agit de matériel mis à leur disposition. Donc, tout dommage survenu aux appareils de l'entreprise engage sa responsabilité. Il est obligé de remettre ou bien vous préleverez de ses prestations légales ou de son salaire en cas de dommage. D'accord. Question? Le fait d'écrire au bureau des affaires sociales exonère la responsabilité de l'employeur? Oui, effectivement. C'est très clair, M. Emeljan. Oui, lorsque vous écrivez aux affaires sociales, c'est pour mettre effectivement la direction générale face à ses obligations. Donc, vous avez écrit, vous avez dit que effectivement, mon local est sain, vous avez pris toutes les mesures, ils ont le devoir de s'assurer que c'est le cas. S'ils ne le font pas, vous avez fait votre partie du travail, on ne peut plus donc invoquer votre responsabilité dans ce cadre-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Y a-t-il d'autres questions? Au cas où, et Alexandra, je te laisse donner ton email. Allez-y, Maître Leblanc. Dans le cas de la mise en disponibilité de réduction du salaire par rapport à l'horaire, quel serait le délai de cette période? OK. Il y a plusieurs cas. En cas de mise en disponibilité, c'est prévu par le Code du travail, c'est le cas de la suspension du contrat de travail. Elle est prévue pour une période de 30 jours après que vous avez averti la direction du travail. L'étape, vous avez la possibilité de renouveler ou non cette période de 30 jours ou une autre période de 30 jours. Et après ça, vous êtes dans l'obligation soit de mettre fin au contrat de travail de cet employé. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, si vous arrivez à trouver un modus operandi avec l'employé et de dire nous ne voulons pas invoquer le cas de suspension, mais une simple mise en disponibilité en accord avec l'employé, dans ce cas-là, cette mise en disponibilité peut, je dirais qu'il n'y a pas de délai, mais à n'importe quel moment, si l'employé estime qu'il est en droit d'exiger ses prestations légales, il peut donc actionner pour vous demander le paiement de ses prestations légales. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Dans le cas de réduction du salaire par rapport à l'horaire, nous sommes dans un cas bien particulier où on nous impose une sorte d'urgence sanitaire. Tant que cette urgence sanitaire dure, donc vous êtes toujours frappé par cette période. Donc, si ça dure un an, bon, pendant un an, l'employé sera donc malheureusement soumis à une réduction de salaire par rapport à l'horaire. Si toutefois
ce contexte s'assouplit ou ce contexte disparaît, vous ne pourrez plus maintenir l'employé dans cette situation. Donc, dans ce cas-là, vous devez soit procéder aux autres mesures alternatives, soit le licencier, ou bien lui-même saisir la direction générale du travail pour dire que vous avez modifié son contrat de travail et donc, il y a une clarification. Donc, soit vous le licenciez, soit vous continuez. Mais dans ce cas-là, comme je dis, on est dans un contexte bien particulier. Tant que ce contexte dure, vous pouvez maintenir ces mesures de mise en disponibilité et de réduction de salaire. Dans le cas où le contexte disparaît, donc vous devez faire un retour à la normale, c'est-à-dire permettre à l'employé d'exécuter normalement avec son salaire complet, avec les heures complètes de son travail. Donc, pas de doute à avoir dessus. Myrland. OK. Prochaine question, Fabienne. Est-il légal de garder un effectif stable à l'entreprise pour toute la durée de cette pandémie? Sinon, pour combien de temps qu'on devrait la garder? OK. Est-il légal de garder un effectif stable? Si je comprends bien, vous me demandez... Peut-être faut-il mettre la question qui est la personne. On va mettre la personne. C'est Fabienne. Oui, Fabienne, si vous pouvez apporter un peu plus d'explication à ça, ça veut dire que... Vous pouvez parler, Fabienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. On vous entend, vous pouvez parler. OK. Oui, Vous avez bonjour. parlé, vous avez parlé Vous m'entendez? On vous écoute. OK. Oui, je suis Fabienne Rodepierre, responsable des ressources humaines de l'État d'Haïti. Pour le moment, nous avons une équipe qui travaille, qui est stable à l'entreprise depuis le 21 mars. Bon, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut toujours les garder et pour combien de temps? Parce qu'ils veulent savoir pour combien de temps ils sont là. Bon, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va finir, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il est légal de les garder? Est-ce qu'il est légal de les garder? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, Madame Fabienne, vous les gardez, ils sont sur le lieu du travail. Ils sont sur le site, Et ils travaillent. Oui, ils travaillent. Normalement, ils travaillent. Mais tant qu'ils travaillent, vous pouvez les garder sans aucun problème. C'est surtout s'assurer que les mesures sanitaires sont prises dans votre entreprise. Oui, toutes les mesures sanitaires sont prises. Ça, mais si toutes les mesures sont prises et s'il n'y a pas d'autres décrets qui obligeraient un confinement total, donc vous pouvez continuer à faire fonctionner votre entreprise normalement. D'accord, merci. Bon, normalement, avec des rotations, en suivant toutes les mesures qui ont été annoncées pendant l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 20 mars, enfin le 19 mars au soir, donc mis en place le 20 mars, et ce pour un mois. Donc je suppose qu'on aura très bientôt des nouvelles consignes, parce que le mois va bientôt arriver à expiration. C'est ça? C'est exactement ça. Mais la seule chose, pardon, Maître Leblanc, vous avez une façon de travailler en rotation, etc., etc. Donc, oui, exactement. Vous devez de respecter ces mesures-là. Ça, c'est important. Oui, oui. Mais j'aimerais apporter une petite précision sur ça, c'est que si vous avez remarqué, le décret d'urgence sanitaire ne concernait que les entreprises situées au parc industriel. Donc, on obligeait la fermeture. Les autres entreprises ont commencé à prendre leurs mesures alternatives et leur permettraient de continuer à fonctionner. Mais nous sommes une entreprise industrielle et nous travaillons dans la production de la farine. Nous avons beaucoup d'employés nous-mêmes. Mais vous n'étiez pas situé au parc industriel. Parce que non. Le décret était clair, c'était les parcs industriels. Donc, dans ce cas-là, on avait la possibilité d'avoir une interprétation assez large pour dire, bon, toutes les entreprises non situées dans cet espace-là pourraient continuer à fonctionner. L'important, c'est de
permettre que vous puissiez prendre toutes les mesures de distanciation sociale, de mise en place ou à la disposition des employés de masques afin de garantir la santé de vos employés. Bon, merci, M. Leblanc. Il n'y a pas d'autres questions? Et Alexandra, je te propose d'entrer ton email sur le chat. On va envoyer nos emails, comme ça, vous pourrez nous envoyer un petit message pour être sûr qu'on vous fasse passer l'audio de ce webinaire, pour être sûr de n'oublier personne. Je vais faire, avant que vous quittiez, je vais faire quand même une capture d'écran pour avoir à peu près tous les noms, mais s'il vous plaît, envoyez-nous des emails pour avoir l'enregistrement. Et si vous avez d'autres questions, on pourra les faire passer à ce moment-là. Béatrice.ilias@cch.acheter. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Maître Leblanc aller résoudre plein de problèmes. Il y a d'autres questions dans sa montre, c'est quoi qui monte? C'est les emails? Ouais. Et ils envoient les emails? Ouais. Ah! Alors là, attendez-moi. Il n'y a pas chose d'autre. Tu peux enregistrer J'ai enregistré ici. le chat, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, j'enregistre là. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous pour votre participation active. Je ne ferme pas dans l'immédiat le temps de prendre tous vos emails. Attendez, il y a une question? Dans le cas qu'un employé serait atteint du coronavirus au travail, les autres employés qui seront placés en quarantaine, est-ce qu'il faudrait les payer? Moi, je suis tout à fait d'accord pour les payer, effectivement, puisqu'ils sont dans une situation de fait où ils peuvent prendre un congé payé de 15 jours. Et donc, après ça, avec un certificat médical dûment prouvé. Là, ça vous facilite, puisque la quarantaine, c'est 14 jours, votre congé maladie est de 15 jours. Donc, ça résout un peu la question assez facilement. Ah, donc, on peut se chavirer sur le code du travail et le congé maladie? C'est ça. Ah, d'accord. Bon, ça va. C'est bon, ça va. OK, merci. Merci beaucoup. J'étais où? Dans les emails, je ne sais plus. Un employeur qui est bloqué aux États-Unis, est-ce qu'on est obligé de lui payer? OK, bon, la question est non, puisqu'il ne se rend pas à son lieu de travail. Effectivement, ce n'est pas de votre responsabilité, mais lui, il a un cas de force majeure qui lui permet effectivement de ne pas être licencié, mais à part si c'est vous qui l'avez envoyé aux États-Unis. Si c'est vous qui l'avez envoyé aux États-Unis, donc vous avez une obligation de maintenir son salaire. Mais s'il était parti et s'était rendu indisponible lui-même et qu'il est maintenant bloqué, donc ce n'est pas de vos responsabilités, au contraire. Donc j'espère avoir été assez clair sur ça. OK, donc merci beaucoup et prenez soin de vous. À bientôt. Bien, tu veux dire une dernière chose? Merci à tous. N'hésitez pas à envoyer vos emails, envoyer des messages s'il y a quoi que ce soit. Rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire sur les mesures financières et fiscales. On vous enverra le guide avant, ne vous inquiétez pas. Merci à tous, bonne journée et bon courage. Papa, je prenais